Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour discuter du développement de l'énergie solaire sur le continent africain, nous recevons Louis Boisgibaud, PDG du cabinet de conseil spécialisé dans les énergies renouvelables Valmer et également enseignant à l'université Paris-Dauphine. Monsieur Boisgibaud, bonjour. Bonjour. Donc, vous venez de publier un ouvrage intitulé L'énergie solaire après Fukushima, la nouvelle donne aux éditions Médiciline. Monsieur Boisgibaud, en Afrique, dans les années à venir, la population va exploser, on le sait, la demande en énergie également. Est-ce que l'énergie solaire est une énergie d'avenir pour le continent africain qui serait capable de répondre aux besoins des populations? Je dirais bien évidemment. Bien évidemment, donc l'énergie solaire, effectivement, peut apporter des solutions, d'une part pour la production d'électricité, mais aussi pour la production de chaleur en Afrique. Et l'énergie solaire, si vous voulez, ça rassemble différentes technologies, différents types de projets, à la fois des grands projets, mais aussi des petits projets, des projets qui sont raccordés au réseau électrique, ou alors des projets en site isolé, quand les villages africains n'ont pas de connexion au réseau, n'ont pas accès à un réseau d'électricité. Donc ce sont des projets qui peuvent à la fois alimenter les populations locales, mais aussi qui peuvent permettre de développer de l'énergie pour l'exporter? Oui, alors bien sûr. Alors pour l'exporter, donc il y a donc ce problème d'interconnexion des réseaux qui est clé. Et pour l'exporter, effectivement, certains projets en Afrique du Nord sont conçus pour exporter une partie de l'électricité vers l'Union européenne. Vous pensez à quel projet, par exemple? Je pense justement au projet du plan solaire méditerranéen, bien évidemment. Ceci dit, pour les en deux mots rapidement, le plan solaire méditerranéen, c'est quoi? Alors, le plan solaire méditerranéen a été mis en place dans le cadre de l'Union pour la Méditerranée, qui, comme vous vous rappelez, était une initiative du président Sarkozy. Et ça a été créé en juillet 2008 avec 43 États membres. Et l'idée est donc d'équiper les pays du sud et de l'est de la Méditerranée de 20 gigawatts. Ça représente quoi, 20 gigawatts? Alors, une centrale nucléaire, c'est 1600 mégawatts. 20 gigawatts, c'est 20 000 mégawatts. La France, à titre indicatif, dans le cadre du Grenelle de l'environnement, a un objectif de 5400 mégawatts pour 2020. Donc, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ça permet d'alimenter une grosse ville, par exemple? Ça permettrait d'alimenter plus qu'une grosse ville, si vous voulez. Donc, c'est donc l'équivalent de plusieurs tranches nucléaires, si vous voulez, presque finalement 10 tranches nucléaires. Donc, c'est quand même assez massif, quoi. Alors, vous me parlez du plan solaire méditerranéen. Le Maroc s'est lancé dans un projet de panneaux solaires, près de Ouarzazate, dans plein désert, des milliers de panneaux solaires. Mais apparemment, il y a des petits problèmes de financement, d'après ce que j'ai lu dans les récents articles. Le projet n'est financé pour l'instant qu'à hauteur de 12% par la Banque mondiale. Est-ce que ces énergies propres n'ont pas du mal à attirer les investisseurs? Alors, c'est une excellente question. Alors d'abord, nous avons eu la chance d'avoir été invités par le ministre de l'Industrie marocain, M. Chami, lors des deuxièmes assises de l'industrie du Maroc à Casablanca. Et effectivement, ça c'était en mai 2011, on a pu à cette occasion entendre le président de la Banque mondiale qui était là, qui a d'abord expliqué tout son soutien donc pour l'énergie solaire au Maroc notamment et en Afrique en particulier. Et au niveau des financements, donc on a, si vous voulez, le montant de financement de ce plan solaire méditerranéen est estimé à peu près 50 milliards d'euros, donc une somme assez considérable. Il y a eu donc des engagements de la Banque mondiale, de l'Agence française de développement, de la Banque européenne d'investissement, de la Caisse des dépôts, des Allemands KfW, de participer à ce financement. Mais comme vous le dites très justement, pour l'instant, les pays africains finalement ont besoin d'investisseurs privés. Et là, il y a tout un enjeu effectivement pour attirer donc ces investisseurs pour compléter le financement de ces projets. Alors justement, où est-ce qu'on pourrait trouver l'argent? Qui on pourrait séduire et comment on peut séduire les investisseurs justement? D'accord. Alors, comme je vous expliquais, donc il y a différents types de projets dans ce plan solaire méditerranéen, à la fois des petits projets, par exemple pour le solaire thermique, et donc on était récemment en Tunisie, où du reste l'Université Paris-Dauphine a ouvert un campus, pour votre information. Donc il y a un programme ProSol, où donc on incite les Tunisiens à équiper leur maison d'un chauffe-eau solaire.
Donc dans ce cas-là, l'investisseur, c'est l'individu, si vous voulez, le citoyen tunisien qui va investir dans un chauffe-eau solaire, et ça c'est important. Ça, c'est des programmes qui sont donc financés par le programme des Nations Unies pour l'environnement. Par contre, on est, comme vous l'avez rappelé, là on était en juillet donc sur le site de Ouarzazate, où là on est donc au Maroc. Au Maroc, exactement. Et là, on est sur un projet qui est un petit peu différent, qui est donc assez important, puisqu'il s'agit de 500 mégawatts de construction d'une centrale sur un site de 3000 hectares. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est vraiment important. Et dans ce cas-là, donc les investisseurs, c'est d'abord, je dirais, le Royaume du Maroc, notamment par son agence Mazen, l'agence marocaine de l'énergie solaire, qui va donc créer une société ad hoc qui va investir donc dans le projet. Donc, si vous voulez, c'est d'abord la puissance publique qui va investir, mais l'idée, c'est de financer ces projets sous forme de financement de projet, à partir d'un appel d'offres, de sélectionner finalement le constructeur de la centrale, qui lui-même aussi pourra participer dans le financement, et dans un système financement de projet sans recours, finalement, de trouver des bailleurs internationaux et des banques pour apporter des financements. Il y a d'autres projets en Tunisie, vous l'avez mentionné. Il y a aussi Desertec. Qu'est-ce que c'est que Desertec, rapidement? Alors Desertec, c'est donc ce projet, je dirais, pharaonique de construction d'une méga centrale solaire donc en Algérie. Un projet qui avait été initié par les Allemands, si vous voulez, et effectivement qui avait frappé un peu l'opinion publique française par la démesure du projet. Et ce projet avait donc la particularité, non seulement d'abord une taille, je vous dis, assez impressionnante, c'est de vouloir exporter une partie de l'électricité vers l'Europe pour financer justement le projet à travers des mécanismes un petit peu équivalents à des certificats verts qu'on donnerait pour subventionner de l'électricité propre. Donc on voit que l'impulsion vient quand même de l'Europe, mais pas vraiment des pays africains. Alors, je crois que les pays africains comprennent assez facilement que le soleil, c'est une ressource inépuisable. Ça, je pense que les opinions publiques le comprennent assez bien, d'une part. Et je crois que l'impulsion, elle est finalement jointe. Donc, effectivement, l'Europe a eu notamment dans la structuration de ce plan solaire méditerranéen, donc autour de 150 projets qui ont émergé, cherche un petit peu à fédérer tout ça. Mais finalement, cette Union pour la Méditerranée, ça réunit 43 États, certains européens, d'autres africains. Donc finalement, c'est quand même partagé. Est-ce que les pays africains n'ont pas plutôt intérêt à se tourner vers des énergies fossiles comme le charbon, qui a énormément d'avenir en Afrique, ou les gaz de schiste, plutôt que d'investir dans l'énergie solaire, qui est encore quand même coûteuse en termes d'investissement? Alors, c'est une bonne remarque. Alors, justement, le charbon, quand on regarde notamment les projections de l'Agence internationale pour l'énergie, on s'aperçoit que le charbon a effectivement, à horizon 2020-2030, toujours un bel avenir. Et ça, on l'oublie parfois un petit peu en France. Alors, ce qui se passe, c'est que je pense qu'il ne faut pas, si vous voulez, privilégier une filière énergétique par rapport à une autre. Et bien évidemment, il faut que d'abord chaque pays africain a son mix énergétique qui est propre, puisque comme vous le savez, il y a certains pays comme l'Algérie qui sont très riches en pétrole, en gaz, alors que le Maroc, par exemple, qui est juste à côté, n'a pas de pétrole, n'a pas de gaz. La Libye a du pétrole. Donc chaque pays est différent dans son mix énergétique et chaque pays doit chercher à développer toutes les filières, je dirais, sans en exclure l'une par rapport à l'autre. Vous voyez. Donc tout ça pour dire que l'énergie solaire, c'est pas la solution miracle, voilà, bien évidemment. Mais par contre, ça peut être une solution d'appoint par rapport aux approvisionnements traditionnels. Ça peut permettre de donner une autonomie que ces pays n'avaient pas. Et puis surtout, il y a donc une telle évolution des technologies, notamment une baisse des prix qui a été constatée notamment dans les panneaux cristallins, par exemple pour le photovoltaïque, si vous voulez, une augmentation des rendements qui est telle que ça bouge à toute vitesse, vous voyez. Où sont produits tous ces panneaux solaires, toute cette technologie? Alors, donc, si vous voulez, dans la production d'électricité, on va distinguer, si vous voulez, le photovoltaïque, où là, les panneaux solaires, en tout cas les panneaux cristallins, monocristallins, polycristallins, sont malheureusement, je dirais, pour les en Chine, puisque vous savez que parmi les 4 premiers producteurs mondiaux, les 5 premiers producteurs mondiaux, 4 sont chinois, et les entreprises chinoises ont fait une avancée spectaculaire ces dernières années. Alors que les Allemands, par exemple, avec QCell, avaient pris une certaine avance, avaient même une position de leader mondial. Finalement, les Chinois, si vous voulez, les panneaux chinois dominent le marché. Donc, c'est des panneaux qui sont importés.
qui sont au importés, Maroc, en Tunisie, dans tous ces pays-là. Et qui sont importés ou qui vont être importés directement d'Asie vers le Maroc et à la limite sans passer par l'Union européenne. Vous voyez, donc là il y a effectivement un enjeu industriel qui est majeur. Donc ça c'est pour les panneaux cristallins. Alors il y a donc les couches minces, qui est une autre technologie pour le photovoltaïque, et puis pour les centrales à concentration comme à Ouarzazate, là on est plus sur une technologie. Centrale à concentration, c'est quoi? Alors la centrale à concentration, donc dans le panneau photovoltaïque traditionnel, si vous voulez, c'est donc la cellule photovoltaïque transforme le photon en électron. On s'est aperçu que pour les grandes centrales dans le désert, on pouvait avoir recours à un procédé industriel qui était un petit peu différent. Notamment grâce à par exemple des miroirs parabocylindriques, d'arriver à faire concentrer les rayons du soleil sur un liquide caloporteur qui pouvait être chauffé jusqu'à 700 degrés, si ce n'est plus, et ce liquide va dégager de la chaleur, ce qui va permettre de faire tourner une turbine qui va produire de l'électricité. Donc c'est une technologie avancée qui permet plus de rendement, c'est ça? Oui, alors avancée, je dirais qu'elle n'est pas si avancée que ça, puisque la France, dans les années 70, avait construit la centrale de Thémis en Pyrénées-Orientales. Et donc, si vous voulez, on maîtrisait bien cette technologie dans le passé. Donc, si vous voulez, c'est pas si révolutionnaire, mais c'est plus adapté, d'une part, aux très fortes températures qu'on connaît dans le désert, et aussi à la production, je dirais, massive, quoi, vous voyez, d'électricité. Donc vous y croyez? À l'énergie solaire dans le nord de l'Afrique? Moi, j'y crois, bien évidemment. Non seulement j'y crois, mais ce que je cherche à faire, c'est d'une part, par nos activités de conseil, d'aider finalement les acteurs à accélérer, d'une part, et aussi par la partie formation qui est assez importante, de mettre en place des cours énergie renouvelable, efficacité énergétique aussi, pour former, si vous voulez, les ingénieurs, alors non seulement en France, mais aussi en Afrique. Il y a tout un enjeu de formation qui est énorme, vous voyez. Merci Monsieur Boisgibaud d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre intitulé L'énergie solaire après Fukushima, la nouvelle donne, aux éditions Médiciline. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission sur notre site internet www.alcara.tv.